Alors, on a appris en fin de journée, que le tribunal militaire de Yaoundé a osé, je dis bien osé, déclarer l'État non responsable civilement donc ils ont prononcé la non-responsabilité civile de l'État du Cameroun dans l'assassinat de Martinez Zogo. Armel, je te le dis, les bras m'en tombent. Je sais ces gens capables du pire. Hein. J'ai jamais été très complaisant dans la manière de les présenter. Je sais que c'est des gens qui n'ont plus de sentiments. Ils ont été tous insensibilisés par la force des conneries qu'ils ont accumulées ces dernières années. Mais de là à mentir à Mondovision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, je ne sais pas toi, mais j'ai quand même l'impression qu'on a le regard du monde entier qui est braqué sur le Cameroun. Comment faire avaler à l'opinion internationale qui surveille cette affaire de près, même si on a essayé de noyer le poisson à un moment donné en jouant la montre. Hein, donc on s'est dit, bon, allez, on va les avoir à l'usure, on va faire traîner, les gens vont oublier, l'indignation va baisser et donc on pourra leur mettre une quenelle. Allez, on est en plein dans cette histoire de quenelle. Pourquoi? Parce que le tribunal militaire de Yaoundé ose déclarer l'État du Cameroun non responsable civilement, alors qu'il est avéré aujourd'hui que les agents qui ont commis cet assassinat, enlèvement, torture, assassinat, mutilation du journaliste Martinez Zogo étaient tous des policiers, des militaires et des agents secrets au service de l'État du Cameroun qui ont utilisé les moyens d'État, notamment la surveillance, les mises sur écoute de l'intéressé, de la victime. Qu'on nous dise que l'État n'a pas de responsabilité civile dans ce qui s'est passé, et bien là, chapeau, c'est très très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Armel. Alors, sur un tout autre plan, il y a ce qu'on a observé, hein, c'est pas tout le monde qui le voit, l'instrumentalisation du fait religieux qu'on a ramené dans la sphère politique aujourd'hui avec le foisonnement d'églises, de réveils qu'on voit un peu partout dans la ville. Les gens ont l'impression que c'est innocent, hein, qu'on est juste c'est une histoire de foi religieuse, mais en réalité, il y a quelque chose de bien plus vicieux qui est caché derrière tout ça. Armel. Alors, les amis, bonsoir. On avait pris rendez-vous hier pour se parler. Malheureusement, on a subi une avalanche d'attaques cybernétiques. C'est de bonne guerre. Hein. Nous n'attendons pas que ces gens nous envoient des pétales d'orchidée pendant que nous dénonçons les tartuffes et nous mettons à nu toutes leurs mauvaises pratiques qui ont plongé notre pays depuis 42 ans dans le marasme que nous connaissons tous. Sauf que à chacun de prendre sa responsabilité, d'assumer de se taire, donc d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, et puis d'être responsable vis-à-vis des générations d'après, sur le fait que, bon, au moment où tout ça se passait, eh ben, beaucoup de gens ont démissionné, se sont bouchés le nez, ont fermé les yeux en faisant semblant de ne rien voir. Nous, on a décidé de se battre pour les générations d'après, parce que ce n'est même pas pour nous. Vous voyez, des gens comme moi, j'ai perdu beaucoup, j'ai beaucoup à perdre en m'exposant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La vie ne peut pas tourner qu'autour des enjeux financiers. Moi, je pense que c'est un gâchis si on doit se retrouver à avoir pour idéal final gagner de l'argent, même en voyant des injustices s'accumuler autour de nous, sans rien dire. À plus forte raison quand on a un pays qu'on a hérité de nos ancêtres, qu'on est en train de voir se détruire. Et de dire que bon, on voit ça et puis rien n'est fait, rien n'est dit, parce qu'on a une masse docile, une masse servile qui a accepté d'être assujettie. Non, personnellement, moi, je ne mange pas de ce pain. Donc hier, on a été bloqué dans notre direct. C'est pas grave, on a décidé de remettre ça plus tard pour que vous ayez la même communication qu'on souhaitait faire en semaine. Donc voilà, on le fait là, Armel Plélermois et moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, le thème de l'émission, c'était Paul Biya, chef d'État
ou chef de gang. Nous allons ici vous exposer quelques faits qui vont vous permettre à chacun de se faire sa propre opinion sur le personnage. C'est pas toujours évident. Vous savez, le lien que je vous ai évoqué, qui me lie à la personne du président Biya, puisque dans les années 90, je rentre en politique, principalement influencé par ce personnage, puisque nous avions créé à l'époque la Presbylle, la jeunesse présidentielle. Donc, je suis un tout petit peu un bébé de ce système, si on peut dire les choses comme ça. Sauf que très rapidement, j'ai vu que les idéaux qu'on avait lus, sur lesquels on s'était abreuvé en lisant le libéralisme communautaire, eh bien, ils étaient très loin de la pratique politique quotidienne de ce que nous voyons à force de côtoyer ces sphères du pouvoir, ces milieux politiques. Donc moi, très rapidement, j'ai pris mes distances. Au bout de moins de 3 ans, j'ai pris mes distances. Et c'est l'une d'ailleurs des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Cameroun à l'époque. Parce que je savais qu'on allait vers la catastrophe. Et il y a d'autres gens qui l'ont anticipé. Vous voyez, le coup d'État de 84 a été justifié par certains, je pense au capitaine Guérandi Barra, comme étant une nécessité absolue. Parce que lui, déjà à l'époque, voyait en nos gouvernants des gens qui n'étaient pas capables de laisser le pouvoir par eux-mêmes. Il ne voyait pas d'autre possibilité que d'utiliser de la force pour débarrasser les Camerounais de cette calamité. Et il y en a bien d'autres. Il me souvient, je ne vais peut-être pas, pour ne pas salir sa mémoire, que déjà à l'époque, même des ministres qui faisaient partie du gouvernement, moi je me souviens, ma mère, un de ses anciens responsables qui est devenu ministre à l'époque, en allant lui rendre visite à Yaoundé, il avait eu cette bonne phrase. Et il avait dit: Biya, c'est l'eau. Tout ça va être, tout ce que Aïdjo a laissé va être foutu en l'air. Ce type, là, ce ministre-là, il avait trop bien vu la situation. Pourtant, il venait d'être nommé ministre, il était dans le gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui se passe et qui, à l'époque, déjà pensaient qu'on allait droit dans le mur. Alors, pour revenir à l'histoire de Martinez Zogo, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu comme inspiration de thème Paul Biya, chef d'État ou chef de gang. Je vais vous faire une histoire très simple, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut respecter le temps de cerveau disponible de nos concitoyens qui prennent le temps de s'informer sur ce qui se passe. Alors, il se trouve qu'il y a plus d'1 an, j'ai été informé de sources très introduites de ce qui s'était réellement passé dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Donc j'avais tout le dossier, je savais qui a fait quoi. La seule information que je n'avais pas et qui m'a été complétée récemment, c'était sur le commanditaire réel du crime. Alors, la première information que j'ai eue, donc il y a plus d'1 an, c'est cette histoire de données téléphoniques qui ont été coupées pour tous les membres du gang, les obliger à communiquer par le téléphone normal. Pour ceux qui étaient les commanditaires, leur permettre de pouvoir suivre les communications et savoir comment s'est déroulée l'opération. Alors, il se trouve que de sources très proches de l'enquête, il y a un commandant de la gendarmerie qui, une fois qu'il a eu cette information, que toutes les données du commando ont été coupées au moment de l'opération, eh bien, il a dit, l'enquête est bouclée. L'enquête est bouclée, pourquoi? Parce qu'il nous suffira juste d'interpeller les 2 responsables des principales sociétés de téléphonie mobile locales afin qu'elles nous disent qui leur a donné l'ordre de couper les données dans ces téléphones. Si on sait qui leur a donné l'ordre, on sait qu'il y avait intérêt dans cette opération et donc on connaît le ou les commanditaires de ce crime crapuleux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand ce commandant de bonne foi, appliquant certainement des cours qu'il avait reçus dans des écoles d'élite de la gendarmerie, qu'il a fait, quand il a posé cette question, il faut que je les interpelle, qu'on les fasse interpeller, il a subi tout de suite l'opposition de sa hiérarchie, qui a dit non, il est hors de question, on ne va interpeller personne. Et
la police qui faisait partie de la commission mixte, puisque l'enquête a été confiée à une commission mixte police et gendarmerie, et la police s'est rendue compte tout de suite qu'il y avait une volonté de faire obstruction à l'enquête à partir de cet élément. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et le père Bargagele, donc le patron de la police nationale du Cameroun, il a demandé à ses troupes de se retirer de cette affaire parce qu'il a bien compris, en tant qu'ancien flic rodé, qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que la vérité ne se manifeste pas dans ce dossier. Et donc, à partir de ce moment, ça puait du cul, la procédure était viciée, il a préféré retirer la police. Alors, Paul Biya, chef d'État ou chef de gang, lui, en tant que chef d'État, quand il a l'information selon laquelle la police s'est retirée de la commission mixte, qu'a-t-il fait? Quelles sont les dispositions qu'il a prises? Est-ce qu'il a demandé à parler au patron de la police pour savoir le pourquoi du comment des choses? Quels étaient les tenants et les aboutissants de ce retrait de la police de la commission mixte? Non. Je vous le dis avec certitude. Alors, mais là, nous revenons trop en arrière, parce que je ne vais pas refaire une histoire que j'ai racontée il y a plusieurs mois à rebours et qui a permis justement que commence à être incriminé, en tout cas cité à être auditionné, M. Ferdinand Ngongo, notamment, donc le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la possibilité de remonter aux commanditaires, en interpellant notamment les patrons des sociétés de téléphonie mobile, il y a eu une interposition au niveau de la hiérarchie de la gendarmerie, qui, elle, répond directement de Ferdinand Ngongo. Ils ont dit non, 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 on n'arrête personne, et donc on a coupé le fil. On avait la possibilité de savoir là, c'est qui le commanditaire, mais il y a eu une obstruction, et c'est après coup qu'on comprend maintenant toute la subtilité d'ordonner une enquête administrative et non pas une enquête judiciaire. L'enquête administrative ayant cette spécificité que, elle permet, si l'administration est incriminée dans une affaire, de noyer le poisson, de bloquer des preuves, des éléments de preuve, des pièces à charge. C'est ce qui s'est passé. Donc le commandant en question qui a demandé que les deux patrons de société mobile soient auditionnés a été viré de l'enquête. Il a même été affecté disciplinairement de Yaoundé. Donc, le fil est coupé, on ne peut remonter à personne. Sauf qu'il y a toute la partie de l'enquête électronique. On a fait appel aux spécialistes et tout, qui ont donc mis en exergue le rôle de Martin Savom. Alors, à partir de Martin Savom, on est remonté à Ferdinand Ngongo et à Betty Assomo, qui sont les deux personnes. Betty Assomo, c'est le ministre de la Défense du Cameroun. Ferdinand Ngongo, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Donc, ces deux gens sont les premiers que Martin Savom appelle à sa sortie d'audition par le juge Sikati. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais vraiment pas refaire l'affaire parce que la vidéo, j'explique tout ça, existe. Je veux focaliser sur la part de responsabilité du vieux et surtout mettre en index une grosse imposture sur laquelle tout le Cameroun est depuis 42 ans, qui est celle de dire toutes les fois qu'il y a un problème que la responsabilité n'est pas celle du président, mais elle est celle de ses collaborateurs, alors même que la personne qui a demandé un suffrage, qui est venue demander les suffrages des Camerounais, c'est le président Biya. À la limite, ces ministres, on s'en tape, on ne les connaît pas. Ce sont ses choix. S'ils ne sont pas à la hauteur, c'est à lui de faire ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas, nous, à faire un procès à des gens qu'on ne connaît pas, à des gens à qui nous n'avons donné aucun mandat. Je veux parler de tous ses collaborateurs et ses ministres. Donc, cette histoire va devoir s'arrêter. Alors, où est la responsabilité du président dans cette affaire? Je vous ai cité un, la police se retire d'une commission mixte que lui, il a instruit. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. 2, il y a quelques mois, j'ai reçu l'ensemble du dossier incriminant les collaborateurs directs du président de la République dans cet assassinat. Et mettant en exergue l'idée qu'on avait été empapaouté, toute l'opinion avait été empapaoutée parce que le crime a été monté dans l'idée de le faire porter à d'autres personnes. Et notamment,
au patron des services secrets dont on voulait se débarrasser et à un certain homme d'affaires appartenant à un réseau antagoniste. Donc j'ai apporté toutes les preuves. Sauf qu'avant de commencer à vous en parler, qu'est-ce que j'avais fait? En bonne personne républicaine, j'ai eu par des réseaux, des gens notamment proches du président Biya, l'information selon laquelle il cherchait absolument à être informé sur ce qui s'était réellement passé. Et donc j'ai pris sur moi de risquer la vie des gens, des témoins à charge, qui étaient porteurs non seulement du message et du détail de ce qui s'est passé, mais aussi porteurs de tout le dossier que vous avez vu fuiter dans la presse. Donc j'ai pris sur moi de ne pas divulguer cette information en me disant, bon, on va être républicain, le président n'a certainement pas l'information, on va mettre l'information à sa disposition et il va sévir. Et pour moi, sévir, c'était quoi? C'était d'ordonner tout de suite l'audition des membres de son cabinet, enfin pas de ce cabinet, de ses collaborateurs au palais de la présidence de la République qui étaient incriminés par les nouveaux éléments forts à charge que nous avions et que j'ai fait porter à son attention. Et ma démarche a été, je mets toute l'affaire, tout le dossier entre ses mains et les gens prêts à apporter tous les témoignages. Et puis certainement, en tant que chef de la magistrature, en tant que père de tous les Camerounais, il va faire ce qu'il faut faire. Sauf que j'ai attendu près d'un mois, pas de réaction. Et j'ai compris qu'on était en train d'aller dans quoi? Eh bien, on était en train d'aller dans le truc habituel au Cameroun, qui est qu'il y a des dossiers, il y a des éléments qui accablent les gens, mais rien n'est fait. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pris sur moi de parler et de dire aux gens, on ne peut pas, on ne laissera pas que l'histoire de Martinez Zogo finisse de cette manière. Alors, Paul Biya, chef d'État ou chef de gang? Cette question mérite d'être posée. Vous savez, suite aux révélations que j'ai faites ici, il y a quelques mois en arrière, le tribunal militaire, qui avait déjà certaines informations, a fait quoi? A demandé à auditionner Ferdinand Ngongo. Ce dernier a refusé de se présenter à la convocation. Le président de la République, en tant que chef de la magistrature suprême, a un collaborateur qui est injusticiable comme tous les autres, qui a une convocation au tribunal à laquelle il ne déroge pas. À votre avis, Ferdinand Ngongo agit-il de lui-même tout seul? Il faut réfléchir. Si il est avéré, selon les éléments que nous avons, qu'il est effectivement le commanditaire, travaillait-il pour lui? Est-ce qu'il travaillait pour lui? Tout ça, je vous le dis aujourd'hui, parce que j'ai eu très mal de voir les Français célébrer leur libération en Provence et de voir le président Biya prendre la parole pour faire un discours sur la question des libertés, alors même que son propre pays vit dans l'état que nous connaissons, régenté par des mafias, régenté par des gens sans foi ni loi, qui ont pris en otage toute une société où on exécute, on tue, on torture des gens, on les mutile, juste parce qu'ils ont donné leur opinion. Une société où on a des services qui sont payés par l'argent du contribuable public et dont le rôle est de faire quoi? Est de traquer des Camerounais innocents qui n'ont rien fait pour qu'ils soient assassinés. Donc j'ai trouvé fort de café que le président de la République prenne la parole dans cet agora pour s'exprimer. Et donc aujourd'hui, je veux interpeller la conscience de chaque Camerounais pour qu'on commence enfin à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va rester dans ce mensonge, cette hypocrisie éternelle qui consiste à dire que le président Biya n'a pas de problème, c'est un saint homme et c'est son entourage qui est composé de petites frappes? Moi, sur la base des éléments que je viens de vous donner, un dossier complet avec des témoins à charge, prêts à rencontrer le président pour lui dire le fin mot de l'histoire, eh bien, qu'il n'ait rien fait en ayant connaissance de la vérité, et que même quand le tribunal militaire a pris sur lui de convoquer son collaborateur Ferdinand Ngongo, ce dernier a refusé de se présenter à la convocation
Il n'y a pas eu de réaction de la part du chef de la magistrature suprême. Et donc, ça amène aux questions qu'il faut que chaque Camerounais qui va suivre cette intervention doit se poser. Le président Biya est-il chef d'État ou chef de gang? Parce que vous ne me ferez jamais avaler l'idée que Ferdinand Ngongo, s'il est avéré coupable définitivement par la justice, qu'il travaillait pour lui. Parce que ce type-là, s'il travaillait pour lui, je ne pense pas qu'il aurait pu ne pas déroger à une convocation du tribunal militaire avec un président qui est chef de la magistrature suprême, d'un chef suprême des armées. Donc là, il s'agit du tribunal militaire, donc son chef suprême, qui est le président de la République, a un de ses collaborateurs qui refuse de déroger à une convocation de ce tribunal. Et de deux, il s'agit de la justice et le président est le patron de la magistrature camerounaise. Donc il faut réfléchir. Pour qui Ngongo a-t-il agi? Il faut se poser cette question. Et si on met cette question sur la table, il y a lieu de questionner tous les autres scandales qui ont jalonné la vie de notre pays ces 13 dernières années où nous avons Ferdinand Ngongo au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Les détournements, les tueries et compagnie, travaillait-il pour lui? On est bien en droit de se poser cette question. Donc le président Paul Biya, chef d'État ou chef de gang, après vous avoir exposé ces faits, je laisse à chacun le soin de pouvoir répondre à cette question. Mais il va falloir qu'on arrête d'être en papaouté là. On nous en papaouté et ces gens prennent le malin plaisir à nous faire un doigt d'honneur. Vous vous rendez compte? Le tribunal militaire a osé déclarer aujourd'hui au Cameroun que l'État du Cameroun n'a pas de responsabilité civile dans un crime qui a été commis par ses agents avec les moyens de l'État. C'est juste impensable. Et ça ne peut pas, tout ça ne peut pas être fait sans avoir la bénédiction du premier des Camerounais, en tout cas de celui qui a le pouvoir de nommer et de démettre de leurs fonctions. Voilà ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, et pour que chaque Camerounais commence à méditer sur ces questions. Merci bien. Et n'oubliez pas, Armel, n'oubliez pas, chers frères, chères sœurs, j'allais dire chers concitoyens, non, chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas, peu importe tout ce que vous voyez, il fera beau bientôt au Cameroun. Hoha, merci bien.